Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. L'émissaire présidentiel français, Jean-Yves Le Drian, a poursuivi son intense série d'entretiens avec les responsables libanais. Après avoir rencontré le président de la République, Joseph Aoun Abrabda, Le Drian s'est ensuite rendu chez le président du Parlement, Nabih Berri, avec lequel il a évoqué l'évolution de la crise politique ainsi que les efforts internationaux visant à stabiliser le pays. Le diplomate français a ensuite rejoint le siège de l'armée à Yarzé, où les discussions ont porté sur les besoins opérationnels de l'armée et les préparatifs de la prochaine conférence internationale de soutien aux forces armées que Paris entend organiser au début de l'année prochaine. Le Premier ministre Nawaf Salam rencontre Le Drian lors d'un dîner au Palais des Pins. Un moment présenté comme l'occasion de coordonner les positions françaises et libanaises à l'heure où Paris multiplie les efforts pour relancer le dialogue politique et réduire les tensions internes. Au cœur des écoles publiques libanaises, un projet inédit fait de la scène un espace d'apprentissage du vivre ensemble. Grâce à une formation théâtrale menée avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'association Astart, des élèves de divers établissements réinventent la diversité et la mettent en lumière à travers leurs propres créations. Au Liban, le théâtre devient un langage commun pour dépasser les différences. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec l'OIF et l'association Astarat, clôture un projet inédit dans 10 écoles officielles du pays. Pendant plusieurs mois, des enseignants de français ont été formés à l'art dramatique. Objectif : donner aux élèves un outil pour penser, ressentir et incarner le vivre ensemble. Le théâtre scolaire n'est pas seulement un outil d'apprentissage du français. Il éveille la créativité, renforce la confiance, cultive la solidarité et ouvre à la tolérance. Il rappelle que la francophonie, dont le Liban est fier membre et pilier dans la région, est un espace vivant de la diversité qui est la richesse du Liban. Et les résultats sont là. Des pièces écrites, imaginées et jouées par les élèves eux-mêmes autour d'un thème essentiel, vivre ensemble différent. Puis, ces créations montent sur scène pour la présentation finale, un moment fort où le théâtre devient un espace de dialogue, d'écoute et d'espoir. Parce qu'à travers la scène, une génération apprend que la diversité n'est pas une frontière, mais une richesse à célébrer. Nouvelle rencontre très attendue entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Le Premier ministre israélien sera reçu aux États-Unis le 29 décembre pour ce qui sera leur 5e entretien depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Une visite cruciale alors que la trêve fragile à Gaza peine à se consolider et que les tensions restent vives au Liban Sud. Benjamin Netanyahou se rendra aux États-Unis le 29 décembre pour rencontrer le président Donald Trump. Depuis janvier, les deux dirigeants se sont déjà rencontrés à 4 reprises sur le sol américain. Selon la chaîne 12 israélienne, cette nouvelle rencontre pourrait se tenir en Floride, à Mar-a-Lago, et durer plus d'une semaine. Une visite jugée stratégique, alors que Washington pilote les discussions autour de la trêve à Gaza. Entrée en vigueur le 10 octobre, la trêve reste précaire. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violations. Le Premier ministre israélien évoque l'ouverture d'une seconde phase, prévue dans le plan présenté par Donald Trump en septembre. Mais pour Israël, une condition demeure, la restitution des restes du dernier otage israélien détenu à Gaza. Sans cela, pas de progression vers un cessez-le-feu durable. Et sur le front nord, la situation reste tendue. Malgré un cessez-le-feu instauré fin novembre 2024, l'armée israélienne intensifie ses opérations contre le Hezbollah et la presse locale évoque même la possibilité d'une nouvelle offensive. Lors de ce déplacement, Benjamin Netanyahou veut discuter avec Donald Trump des opportunités de paix au Moyen-Orient. Mais derrière le discours officiel, plusieurs dossiers sensibles sont sur la table. L'avenir de la trêve à Gaza, la pression militaire au Liban,
ainsi que les équilibres régionaux remodelés par Washington depuis un an. Cette rencontre du 29 décembre pourrait être décisive pour la suite des opérations diplomatiques et militaires. À quelques semaines de 2026, l'implication américaine reste plus que jamais déterminante pour tenter d'éviter une reprise généralisée des combats. Au Vatican, cette fois, le pape Léon XIV a reçu Volodymyr Zelensky pour un entretien consacré à la guerre en Ukraine. Le souverain pontife a réaffirmé l'urgence du dialogue et son soutien aux initiatives diplomatiques en cours, alors que le président ukrainien poursuit une tournée européenne destinée à consolider l'appui de ses alliés. Dans la quiétude de Castel Gandolfo, résidence papale à une trentaine de kilomètres de Rome, Volodymyr Zelensky a trouvé un lieu de dialogue. Une rencontre discrète mais hautement symbolique alors que la guerre en Ukraine entre dans une phase diplomatique décisive. Selon le Saint-Siège, l'entretien entre le pape Léon XIV et le président ukrainien a été cordial. Au cœur des discussions, la recherche d'une paix juste et durable. Le pape a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques alors que les propositions américaines font débat en Europe comme à Kiev. Autre dossier évoqué, celui des enfants ukrainiens transférés en Russie. Le Vatican y est engagé depuis 2023 grâce à la médiation du cardinal Matteo Zuppi. Plusieurs mineurs ont déjà pu regagner leur foyer. Une priorité pour Zelensky qui multiplie les appels à l'aide internationale. Cette audience au Vatican s'inscrit dans une tournée européenne de plusieurs jours. À Londres, le président ukrainien a rencontré ses alliés français, allemands et britanniques. Une réunion consacrée aux pressions américaines pour accélérer un règlement du conflit, un plan jugé trop favorable à Moscou par plusieurs capitales. À Bruxelles, il s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui a réaffirmé un soutien européen inébranlable. Zelensky lui répète sa ligne rouge. Nous n'avons aucun droit moral ni légal de céder le moindre territoire à la Russie. Un message qu'il va marteler à Rome où il rencontre la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. À Bruxelles, les 27 chefs d'État et de gouvernement doivent se retrouver les 18 et 19 décembre. Au menu, un dossier explosif, l'utilisation des avoirs russes gelés en Europe pour financer l'effort ukrainien. Une décision que Kiev attend avec impatience. En Australie, les réveils ont un goût particulier ce matin pour des centaines de milliers d'adolescents. À Sydney comme à Canberra, impossible désormais d'ouvrir Instagram, TikTok ou Snapchat. La loi entrée en vigueur à minuit interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Les adolescents du monde entier réagissent entre approbation, scepticisme et inquiétude. Leur avis illustre la fracture mondiale sur l'usage du numérique chez les plus jeunes. Il est 23h15 à Aomori. Lorsque le sol commence à vibrer, un séisme de magnitude 7,5, d'abord estimé à 7,6, secoue le nord du Japon durant près de 30 secondes. À Sapporo, une secousse violente accompagnée d'alarmes d'urgence retentissait sur tous les smartphones. Dans plusieurs villes, les dégâts matériels sont clairement visibles. Vitres brisées, routes fissures. Dans la quiétude de Castel Gandolfo, résidence papale. Le gouvernement australien veut protéger les plus jeunes des algorithmes addictifs, du harcèlement en ligne et des contenus dangereux. Pour le Premier ministre Anthony Albanese, les réseaux sociaux sont devenus une arme pour les harceleurs, un vecteur d'anxiété et un outil pour les prédateurs. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Threads et X sont désormais obligés de supprimer les contenus des mineurs ou d'empêcher toute nouvelle inscription. En cas de manquement, jusqu'à 28 millions d'euros d'amende. En Australie, où la loi entre en vigueur,
Les avis restent partagés. Layton, 15 ans, tranche. Le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait, et ça ne changera rien. Sa mère espère au contraire un retour au réel. De vraies conversations, de vraies sorties. Pas d'amitié virtuelle. Du Bombay luxueux aux rues grises de Berlin, des parcs de Doha aux salles de classe de Lagos, une question fait débat. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans? En France, le débat s'enflamme lui aussi. À Paris, les députés examineront en janvier une proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte, porté par la députée de la Renaissance, Laure Miller, et soutenu par une majorité transpartisane, va même plus loin. Il propose un couvre-feu numérique entre 22h et 8h pour les 15-18 ans. L'interdiction des téléphones portables dans les lycées, l'ajout de la mention déconseillée aux moins de 13 ans sur les emballages de smartphones et surtout la création d'un délit de négligence numérique permettant de sanctionner les parents qui exposeraient leurs enfants aux écrans de manière abusive. Une tentative supplémentaire pour endiguer ce que certains élus décrivent comme un océan de trash dans lequel les adolescents naviguent quotidiennement. À Bombay, Pratigya, 19 ans, défile des vidéos sur Instagram. Pour elle, une interdiction totale serait excessive. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Les réseaux sont essentiels pour les jeunes entrepreneurs, dit-elle. Mais elle reconnaît que certains contenus adultes restent trop faciles d'accès. À Berlin, même ambivalence. Luna, 13 ans, voit dans la mesure une protection contre les images toxiques. Mais Eno, 15 ans, craint un excès. Une interdiction, c'est un peu extrême, mais ça pourrait aider à se désintoxiquer, dit-il. À Doha, la critique est frontale. Frida, 16 ans, martèle. C'est stupide et ça ne marchera pas. Pour Youssef, 16 ans, la technologie aura toujours un pied d'avance. On utilisera un VPN, on créera d'autres comptes, facile à contourner. À Lagos, les téléphones sont interdits en classe. Mitchell, 15 ans, comprend l'intention. Les élèves sont distraits. Mais nous sommes nés avec ça. Sa mère, elle, applaudit la mesure, face à des enfants souvent laissés seuls, sans surveillance numérique. Au Mexique, les réseaux sociaux sont une bouée sociale. Aranza, 11 ans, se plaint. Sans téléphone, je serais triste. Santiago, 16 ans, évoque la liberté d'expression, mais rappelle les risques. Beaucoup d'enlèvements commencent en ligne. Les plus jeunes sont les plus vulnérables. Au Japon, une ville a décidé d'aller encore plus loin. À Toyoake, près de Nagoya, les habitants, enfants comme adultes, sont désormais invités à ne pas dépasser 2 heures par jour sur leur smartphone pour les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Le décret municipal, une première dans le pays, vise à lutter contre l'absentéisme scolaire et les troubles du sommeil attribués à l'addiction aux enfants. La mesure n'est pas contraignante. Aucune amende, aucune vérification, mais des consignes affichées partout, jusque dans les écoles, demandent aussi aux élèves du primaire de ne plus toucher à leurs appareils après 21h et aux collégiens et lycéens après 22h. Une expérience locale que d'autres préfectures japonaises observent de près, sans savoir encore si ce type de recommandation peut réellement modifier les comportements. Qu'ils soient pour ou contre, les adolescents interrogés partagent un même constat. Les réseaux sociaux sont devenus un espace central de leur vie. L'Australie ouvre la voie. La France se prépare. Reste à savoir si d'autres pays suivront ou si la bataille contre le numérique sera impossible à gagner. Et désolé pour cet incident technique de l'Australie au Japon. Un puissant séisme de magnitude 7,5 a frappé le nord de l'archipel dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 30 personnes ont été blessées. Un tsunami de 70 cm a touché les côtes et les autorités appellent à la vigilance. Alors que les souvenirs de Fukushima demeurent, des milliers d'habitants ont été évacués et les contrôles se poursuivent dans les infrastructures les plus sensibles. Il est 23h15 à Aomori. Lorsque le sol commence à vibrer, un séisme de magnitude 7,5, d'abord estimé à 7,6, secoue le nord du Japon durant près de 30 secondes. À Sapporo, une secousse violente accompagnée d'alarmes d'urgence retentissait sur tous les smartphones. Dans plusieurs villes, les dégâts matériels sont clairement visibles. Vitres brisées, routes fissurées, étagères renversées. Vagues de tsunami de 70 cm sont enregistrées le long de la côte, poussant les autorités à ordonner l'évacuation de 28 000 personnes. Au lever du jour, les habitants découvrent les routes affaissées et les premières neiges qui compliquent les opérations. Environ 2700 foyers ont été privés de courant dans la préfecture d'Aomori. Des inspections ont immédiatement été lancées dans les 2 centrales nucléaires les plus proches. Les opérateurs assurent aucune anomalie détectée. Le trafic des trains à grande vitesse a été interrompu dans plusieurs zones, le temps de vérifier l'intégrité des voies. Dans une région encore traumatisée par la catastrophe de 2011, la première ministre Sanae Takahashi appelle à la prudence. Écoutez les alertes, soyez prêts à évacuer si une nouvelle secousse survient. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon enregistre environ 1500 séismes par an.
Et selon les experts, le risque d'un méga-séisme au large du pays dans les prochaines décennies reste très élevé. Les autorités redoutent encore de puissantes répliques dans les jours à venir. En Inde, enfin, les lions d'Asie reviennent de loin. Menacés d'extinction, il y a un siècle, ils sont aujourd'hui près de 900, concentrés dans la réserve de Gir, leur dernier refuge naturel au monde. Une renaissance spectaculaire, mais fragile, car l'expansion des félins bouleverse désormais l'équilibre entre protection de la nature et sécurité des populations. Un rugissement qui traverse la forêt, puis lentement apparaît une lionne. Nonchalante, elle se couche entre deux véhicules touristiques. Bienvenue à Gir dans l'ouest de l'Inde, dernier sanctuaire naturel des lions d'Asie. Il y a un siècle, il n'était plus qu'une vingtaine. Aujourd'hui, 891 individus selon le dernier recensement. Une hausse d'un tiers en 5 ans. Selon le docteur Ramtaran Nala, conservateur de la réserve, c'est un succès unique au monde. Nous avons donné de l'espace, des proies et la population a explosé. Protégés, surveillés et surtout respectés par les habitants du Gujarat, ces félins sont chez eux. Pas de braconnage depuis plus de 10 ans. Mais cette réussite a son revers, les lions dépassent désormais largement les limites du parc. Près de 30 000 km² sont aujourd'hui occupés par les félins. Conséquence, les attaques sur les troupeaux augmentent. Plus de 4 300 animaux domestiques tués l'an dernier, presque le double d'il y a 5 ans. Et certains incidents mortels touchent aussi des humains. Meena Venkatraman est biologiste. Elle déclare « Les lions s'aventurent plus loin, ils vont rencontrer des populations qui ne sont pas habituées à vivre avec eux. » Au-delà de la cohabitation, une autre menace pèse sur ces lions, la faible diversité génétique. Concentrés dans une seule région, ils restent vulnérables à une épidémie ou une catastrophe naturelle. Des experts recommandent d'en déplacer une partie vers d'autres États indiens, mais le Gujarat refuse, jaloux de ces lions, source de prestige et de tourisme. Au-delà des félins, toute la biodiversité profite de ces efforts. Gir abrite plus de 400 espèces d'oiseaux, reptiles et mammifères. La renaissance des lions d'Asie reste une success story mondiale, un exemple de conservation réussie. Mais aussi pour durer, elle devra désormais composer avec les hommes et repousser les nouvelles menaces d'un avenir incertain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux francophones. Excellente fin de soirée et à très bientôt.